devez passer pour trouver, donc, non pas un job, mais un stage. Et là, la décision pour aller plus loin va être prise par la DRH de l'institution, direction des ressources humaines de l'institution. Si vous êtes sélectionné, vous allez en étape 1. Et l'étape 1, c'est une étape, donc c'est des entretiens RH, ressources humaines, où là l'objectif de la banque, de l'entreprise, c'est d'analyser la personnalité du candidat et de vérifier la motivation du candidat, à la fois pour le secteur, hein, de la banque, de l'assurance, de la finance, et puis une motivation pour l'entreprise. Donc là, on va vous poser des questions qui sont des questions relativement classiques qu'on pose dans tout type d'entretien, pas forcément dans le secteur financier. Alors, une question classique, c'est décrivez-vous en 2 minutes. Hein. Donc là, il faut mieux avoir préparé le terrain, s'être entraîné, parce que sinon ça se passe mal. Quels sont vos défauts? Qu'est-ce que vos amis pensent de vous? Pourquoi voulez-vous faire carrière dans la banque? Pourquoi voulez-vous travailler avec nous? Pourquoi cette banque? Qu'est-ce qui vous marque dans notre entreprise? Qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Donc là aussi, il faut préparer le terrain, parce que vous êtes chez Barclays, vous avez la chance d'être déjà en étape 1 en entretien chez Barclays. Il faut bien avoir visité le site internet, s'être renseigné sur l'activité de Barclays, etc. etc. Une autre question que j'aime beaucoup et que je pose souvent en entretien, c'est si vous avez 10 millions d'euros, qu'est-ce que vous faites? Étape 2, donc là on suppose que vous avez passé l'étape 1. Donc l'étape 2, donc là c'est des entretiens plus opérationnels. Et là l'idée c'est de vérifier si vous êtes bon techniquement. Voilà. Donc, première étape c'était la personnalité, la motivation. L'étape 2 c'est est-ce que vous êtes bon techniquement. Donc là selon les banques, il y a un petit peu des différences dans l'organisation du processus de recrutement. Vous avez des recrutements type Assessment Center, vous avez des travails de cas en groupe, ça c'est très anglo-saxon. Ensuite, vous avez 2 ou 3 entretiens avec des opérationnels techniques qui vont vous poser des questions, et puis des tests en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers, l'étape 0, le premier test en ligne, eh bien, vous pouvez les faire seul, mais vous pouvez aussi vous faire aider. Enfin, normalement, vous ne pouvez pas, mais en pratique, personne n'est là pour le vérifier. Ou même, à la rigueur, quelqu'un peut les faire pour vous, quoi. Donc à l'étape 2, là vous ne pouvez plus tricher, hein, puisqu'on vous demande de refaire des tests en ligne. Hein. Bon, ça ne dure pas forcément 3/4 d'heure, mais vous avez une bonne heure de test en ligne. Et s'il y a un problème de cohérence entre les résultats de l'étape 0 et l'étape 2, là vous risquez d'avoir des problèmes. Autre type d'organisation, c'est le Super Day, où là vous allez avoir que des entretiens techniques avec des opérationnels, donc une série de 6 ou 7 entretiens. Et donc là, si vous avez eu une très bonne note au QCM à l'étape 0, mais si vous ne pouvez pas répondre aux questions techniques à l'étape 2, là aussi, ça se verra. Pour des exemples de questions, finance entreprise, si vous candidatez plutôt pour les fusions-acquisitions, par exemple, c'est question des limites du PER, Price Earning Ratio. Si vous êtes plutôt finance de marché, ce sera par exemple quelle expansion vous connaissez du modèle de Black-Scholes, Black-Scholes-Merton. C'est un modèle qui permet de donner un prix à des options de vente et des options d'achat, pour encore calculer le delta d'une position. Voilà. Les métiers liés au trading, il n'y a pas que des traders dans une banque, vous avez des métiers qui sont liés au trading, vous avez tout ce qu'on appelle la recherche quantitative. Donc ça, c'est le développement de modèles mathématico-financiers pour pour donner un prix à des produits financiers complexes. Donc là, on va développer des priceurs, on va développer des algorithmes de trading. C'est aussi la recherche économique. Donc c'est des économistes de marché qui, tout au long de la journée, vont alimenter les traders, la salle de marché, avec des points réguliers sur l'état de l'économie. Vous avez aussi la recherche financière, donc des analystes financiers qui vont s'intéresser aux entreprises et qui vont faire des recommandations sur les entreprises. D'autres métiers liés au trading, c'est tout ce qui concerne les risques. L'activité de trading est de plus en plus encadrée au sein des banques. C'est à la fois une demande de réglementation, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec les activités de trading. Je parlais de Jérôme Kerviel, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu peut-être une trentaine de gros problèmes sur les 20 dernières années dans les banques, avec des pertes supérieures à 1 milliard. Et donc les banques, en plus de la contrainte réglementaire, eh bien, d'elles-mêmes ont décidé de mieux encadrer les activités de trading. Donc vous avez des contrôleurs de risque
qui contrôle les activités et les positions des traders. Une autre activité, c'est la validation des modèles. Donc les modèles ne sont pas parfaits, il y a des limites dans les modèles, et donc vous avez des validateurs de modèles. C'est un métier assez récent qui date depuis une quinzaine d'années. Et puis vous avez quelque chose qui est devenu de plus en plus important, c'est ce qu'on appelle l'informatique de marché. Salle de marché, vous avez beaucoup de technologies, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de flux d'informations qui alimentent les ordinateurs pour prendre des décisions. Et donc vous avez des informaticiens de marché, souvent avec une double compétence, à la fois informatique et finance, qui sont là pour faire que ça marche. D'autres métiers au trading, c'est tout ce qui concerne la vente de produits, ce qu'on appelle les sales, donc de conseils vente de produits, de stratégie aux clients de la banque, soit des clients institutionnels, soit des clients corporate. On pose souvent la question, et je vais peut-être anticiper la question demandant laquelle je faisais une réponse, y a-t-il une vie après trader? J'avais mentionné précédemment que souvent les traders qui travaillent dans des institutions financières et puis qui quittent l'institution financière, souvent c'est le cas après des crises financières, beaucoup de départs en 2007-2008, qui deviennent traders indépendants pour leur propre compte. Après trader, vous pouvez aussi vous orienter vers la gestion de portefeuille, donc passer du court terme au long terme, ou encore aller dans un service de trésorier ou de direction financière d'entreprise qui a une salle de marché. Voilà. Quelques mots sur SimTrade, qui est un outil pédagogique sur le trading. 3 questions. Qu'est-ce que SimTrade? Quels sont les objectifs de SimTrade et quelle est l'originalité de SimTrade? Donc SimTrade, c'est un outil pédagogique sur la finance avec une approche sur les marchés financiers. L'objectif de SimTrade est double. Premièrement, c'est de comprendre les marchés financiers, le fonctionnement des marchés financiers, comment ça marche, comment intervenir sur le marché financier. Et deuxièmement, un objectif plus pratique qui est d'apprendre à intervenir sur les marchés. L'originalité de SimTrade est la suivante, c'est une plateforme de simulation de trading qui permet de vous entraîner en fait au trading sans prendre de risques avec du vrai argent. Et on propose une simulation complète, c'est-à-dire qu'on simule à la fois la plateforme de trading pour acheter et vendre des actions. On simule aussi les autres traders, donc il y a un modèle mathématico-financier derrière SimTrade qui permet de simuler de façon réaliste le comportement des traders avec qui vous allez acheter et vendre des actions. Et puis on simule aussi les entreprises qui sont cotées, qui ont mis ces actions. C'est vrai qu'on a reconstitué, si vous voulez, un univers complet, à la fois de marché et d'entreprise. Et ça, c'est important d'un point de vue pédagogique, parce que quand on trade sur SimTrade, eh bien, on voit l'impact de ces ordres sur le marché. François, une petite remarque, moi, vu de l'extérieur, ce qui me plaît dans SimTrade, déjà, vous pouvez trader à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en dehors du marché. Et surtout, la nouveauté, pour moi, c'est de dire que lorsque vous passez un ordre, imaginons, de 10 000 titres sur la simulation, il y aura un véritable impact. Donc, vous-même impactez l'événement. Vous achetez 10 000 titres L'Oréal et il ne va pas se passer grand-chose. Il faut en acheter 10 millions, mais là c'est une autre histoire par la capacité. Mais là, le modèle de simulation vous permet d'analyser votre comportement et les conséquences de votre comportement sur le marché. Merci. Alors, des outils de simulation de trading, SimTrade, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est vrai, ce qui nous différencie des autres outils de simulation de trading, c'est qu'on propose un univers complet. On simule à la fois le marché, les entreprises, sachant que les autres simulateurs ne simulent que le côté marché, donnent une plateforme de trading qui vous permet de passer des ordres fictifs, mais vous allez utiliser, vous allez trader, vous allez acheter, vendre des actions d'entreprises réelles. Et bien sûr, si vous passez un ordre fictif sur les entreprises réelles, il n'y a aucun impact sur le cours de l'entreprise, heureusement. Alors que sur SimTrade, étant donné qu'on simule aussi l'entreprise avec son histoire, ses produits, ses dirigeants, le scénario qui va se passer pendant la simulation, eh bien on a un impact sur le marché lorsqu'on achète ou lorsqu'on vend sur SimTrade. SimTrade, c'est une histoire qui tient en 3 mots. Apprendre avec des formations. Donc, c'est un mot, il y a des modules d'e-learning pour apprendre, je dirais, les rudiments de la bourse. Donc, il y a une formation
sur les ordres, sur les différents types d'ordres. Il y a une formation sur l'information sur les marchés financiers. L'information, c'est la matière première des marchés financiers. Donc il faut savoir traiter l'information, il y a une information qui arrive. L'entreprise, par exemple, annonce ses résultats. Est-ce que c'est une bonne information? Est-ce que c'est une mauvaise information? Est-ce que ça va faire monter le cours? Est-ce que ça fait baisser le cours? Puis ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois acheter, vendre ou encore ne rien faire? Deuxième mot, c'est pratiquer avec des simulations. Vous avez à la fois la théorie, si je peux dire, avec les formations, et puis la pratique avec les simulations. Et puis le troisième mot, c'est participer avec des concours. Donc vous avez à la fois la pédagogie avec les formations et les simulations, et un aspect ludique avec les concours. Pour une démonstration de SimTrade, ce que je vous propose, c'est de passer sur notre stand. On est en B09, où toute l'équipe qui est sur le stand se fera un plaisir de vous faire une démonstration de l'outil. Pour en venir au sujet de la conférence qui concerne donc les métiers financiers, en particulier les métiers du trading, eh bien SimTrade peut être utilisé pour développer ses compétences dans ces métiers. Plusieurs activités quand on est trader, auxquelles vous pouvez être confronté tous les jours, c'est par exemple construire ou liquider une position pour un client au meilleur prix. Ou encore tenir un marché, ce qu'on appelle faire du market making. Ou encore utiliser son information. Vous êtes trader dans une institution, et bien l'institution elle est dans le marché, elle a parfois de l'information privilégiée, et il faut savoir comment utiliser son information au mieux, sans forcément que le marché connaisse l'information que vous avez. Ou encore trader dans des conditions de marché qui ne sont pas forcément celles qu'on observe tous les jours. Ça peut être des marchés peu liquides, ça peut être des marchés très volatiles, par exemple lorsqu'il y a des cracks boursiers. Je vais laisser maintenant Gabriel qui va nous parler de l'investissement et du trading et du lien entre ces deux notions. Merci François. Donc moi j'ai le plaisir de pratiquer ce métier de conseil en investissement depuis plus de 25 ans déjà. D'abord, je disais, pour compte d'un institutionnel, et en t'écoutant parler, je rends encore hommage à mon président qui m'a embauché, qui est décédé voici 2 mois, à l'âge respectable de 99 ans, ce qui n'est pas si mal pour un actuel. C'était un matheux, et il m'a beaucoup appris. Et ce qui m'a appris, je pensais avant, c'est ce que je vous disais, il y a aussi la stratégie ne rien faire. Jamais oublier, il faut essayer d'être différent des autres, prendre du recul avec les événements, et surtout, j'aimerais vous partager avec vous, prendre énormément de temps pour savoir ce que l'on va faire. Alors, quelle est mon approche de l'investissement? Aujourd'hui, je crois que c'est le jour des banquiers centraux. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire une petite, vous n'en voudrez pas. Il y a une très belle annonce ce matin du président de la Banque centrale européenne à 10h. On termine le marché, je crois, je ne suis pas trader, on va être à plus de 70, à peu près. Un banquier central, que je ne citerai pas, disait, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Voilà. Je ne cite pas banquier central, je vais essayer de vous apporter mon expérience de ces années pour vous aider à pratiquer en fait ce métier passionnant, je le disais bien. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe, interpréter, analyser, puis ensuite, à un moment, il faut agir. Alors la différence par rapport à lorsque j'ai démarré dans la vie professionnelle, c'est que l'information, on a payé très cher. Entre institutionnels, on payait des sommes fabuleuses pour avoir, par exemple, le cours des obligations, des emprunts d'État, qui étaient en compagnie d'assurance, à des décalages qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, puisqu'on est dans la nanoseconde. Aujourd'hui, vous tous, vous pouvez avoir l'information, accès quasiment gratuitement à tout. Vous connaissez le taux de l'EAT, je crois que c'est aujourd'hui qu'on fait le plus bas historique, c'est bien. Vous connaissez Léonia, le Ribor 3 mois. De tête, il est à 0,08, mais de tête, en octobre 2008, il était à 5,37, c'est pas tout à fait pareil. Et il y a des choses, je trouve, passionnantes dans la vie, des opportunités et des difficultés, et là, c'est dommage à notre chercher, qui disait un optimiste voit dans une difficulté une opportunité, et un pessimiste voit dans une opportunité une difficulté. Moi, je vois beaucoup d'opportunités. Les difficultés, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec, tout ça, on passe, on repasse, on surpasse, on survit.
on prend le vent, on prend du coup. Je dis souvent à mes clients, on a droit à un œil au beurre noir, mais deux, c'est en étant en voiture. Voilà. Alors j'avais essayé d'emmener, moi, mon boulot, c'est d'emmener mes clients, ben, non, on ne peut pas ne pas vivre le risque, qui fait partie de la vie. Hein. On va tous mourir, on l'a accepté, on ne pense pas, mais c'est une loi de la nature. Donc on doit vivre avec le risque et construire en fait des portefeuilles qui soient adaptés à nos objectifs patrimoniaux. On ne prend jamais assez le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. On se précipite, on fait, on prend des coups, un œil au beurre noir, deux, et c'est fini. Vous savez quel est l'avenir du trader? Ben, beaucoup de traders sont morts, hein, c'est bien. En 1987, quand j'ai débuté dans le métier, j'étais sur le Matif avec, on a vécu des périodes historiques avec avec Paribas, pas BNP Paribas, qui m'a appris le métier en salle de marché et les grands agents de change. Et tous les matins, ils me disaient, alors mon petit gars, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu achètes? Et tous les matins, on montait, on ne savait pas de combien, si c'était plus de 1 ou de moins de 1. Et moi, j'arrivais avec des petites boîtes à chaussures, désolé, je radote pour les jeunes, mais des petits cartons de chaussures. On avait des petits cartons en papier avec des ordres, il y avait les gens à la corbeille. Et je voyais ces commis de bourse, j'ai vu acheter du Engenico, et ils gagnaient un argent fou. Ils démarraient dans la vie professionnelle, je trouvais ça incroyable. Ils tombaient aussi, comprendre. Et ma femme, c'était pas le moment de se marier, ça va se la jouer quand même cette année. Et cette fameuse année 87, vous vous souvenez, je crois que c'était aussi au mois d'octobre. 19 octobre, où un des gérants de la compagnie d'agents de change a perdu 519 millions de francs à l'époque, c'était pas grand-chose, mais quand même sur le Matif, et qui étaient les réserves de l'ensemble de la profession. Il a fait quelque chose de très simple. Quand vous faites du ski, vous savez, vous loupez une porte, vous loupez une deuxième porte, une troisième porte. De toute façon, je dis, on ne remonte jamais